bon Dieu, ancêtre à la place de la vérité, mort du fait de la dictature militaire dynastique, blessé, prisonnier politique, exilé. J'aurais bien voulu communiquer aujourd'hui sur la situation dramatique du Togo, notre pays, dans le cadre d'une conférence de presse. Mais hélas, impossible. Et vous comprenez bien pourquoi. Peuple togolais, 2025 pointe à l'horizon. Et dans ta mémoire de martyr, défile 2020, 2015, 2010, 2005, 2003, 1998, 1993. Toutes ces échéances se suivent et se ressemblent. 61 ans de dictature militaire dynastique sanglante, 61 ans de résistance farouche et de lutte acharnée à main nue pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté confisquées par le fusil depuis cette date funeste du 13 janvier 1963. Face aux tyrans, sur le territoire national comme dans la diaspora, tu es resté toujours debout. Durant la dernière décennie, particulièrement dans le cadre du soulèvement populaire historique du 19 août 2017, j'ai eu avec toi un dialogue objectif, non partisan, franc, sincère, sans calcul et intègre, marqué par un partage d'assertions, de convictions, si ce n'est de vérité incontestable. À travers ce dialogue de vérité soutenu en français et en 6 langues nationales, nous attestons qu'au Togo, nous vivons sous une dictature militaire dynastique, une monarchie absolue d'essence machiavélique qui nous dénie jusqu'au droit à la vie. Nous sommes tombés parfaitement d'accord que dans un pays où règne la dictature, avec des partis politiques de contribution, de collaboration ou de participation, notamment aux mascarades électorales et au gouvernement d'union nationale, l'opposition constitue la vis de sécurité de la dictature. Nous partageons la conviction qu'une dictature n'évolue pas pour devenir une démocratie et qu'elle ne se réforme que dans le seul et unique but de se renforcer et de se durcir de plus en plus. Nous certifions que la boulimie du pouvoir de la famille Gnassingbé, qui conçoit le Togo comme un héritage familial, n'a pas de limite et que si le peuple togolais ne force pas pacifiquement Gnassingbé fort, il ne lâchera jamais car, agrippé, il tient au pouvoir comme la tortue à sa carapace, le zèbre à ses zébrures. 2025 approche. Et ce que je vois ne trompe personne. Comme tout le monde, je vois dans le ciel l'épervier positionné pour la prochaine prédation. Comme tout le monde, j'entends quelques voix dire « Laissons-le s'emparer du poussin d'abord ». Comme tout le monde, je vois Gnassingbé fort, en vue d'un pouvoir éternel, s'avancer pour un 5e mandat autant illégal et illégitime que les 4 premiers. Mais, pour y parvenir, il doit traverser la crue du fleuve en 2024. Et comme tout le monde, je vois les fabricants de barques à la tâche qui s'activent. Je ne suis sûrement pas le seul à constater, en dehors de la diversion par les concerts, la danse, le spectacle, le jeu, le rire, cet écran géant de fumée noire destiné à dissimuler l'échéance de 2025 que constitue la mascarade législative et régionale. La programmation de la mise en scène législative et régionale vers fin avril 2024
participe d'un plan d'ensemble. L'attribution discrétionnaire des voix et des sièges est probablement rendue publique en mai 2024. Ils parleront prétentieusement des résultats des élections législatives et régionales de 2024. Les mois suivants, c'est-à-dire durant le mois de juin, juillet et août 2024, nous assisterons aux vitupérations amicales, fraternelles contre la commission électorale, à des semblants de contestation de la répartition des sièges et, par imitation du Sénégal, à un contentieux à la Cour constitutionnelle arrangé et joué, étant donné que la Cour constitutionnelle au Togo n'est pas le Conseil constitutionnel au Sénégal. Tout sera mis en œuvre pour faire croire à l'opinion africaine internationale que le Togo est dans une crise post-électorale, exactement comme ce à quoi l'on a assisté depuis la mascarade du 22 février 2020 à ce jour. Les mois de septembre et octobre seront consacrés à la querelle amicale, fraternelle, au faux débat autour de l'enjeu fondamental de la participation, à savoir le chef de file de l'opposition. N'oubliez pas qu'en octobre, nous sommes seulement à 3 mois de février 2025. Ne voyez-vous pas que la scène du rituel périodique de remise à neuf de la dictature dans le sang se met en place? Sous nos yeux, ils aiguisent le couteau avec lequel ils veulent nous égorger. Le piège qui va se refermer sur nous est en train d'être tendu, déployé sous nos yeux. Comment se laisser surprendre par un événement qui se produit avec la même fréquence pendant environ 30 ans? 2025 n'est pas loin. Et le régime Gnassingbé tente de sceller définitivement les verrous de la monarchie. Comme tout dictateur, déterminé par la peur du peuple togolais, qui l'habite constamment, et la conscience qu'il a de l'illégalité et de l'illégitimité de son pouvoir, Gnassingbé Faure fuit lâchement le suffrage universel direct. Avec la nouvelle constitution, par parlement, il faut entendre la chambre bicamérale des notables. Le président de la République est bien le roi. Le président du Conseil représente le vice-roi. Le Conseil, un groupe de chargés de la mise en œuvre de la volonté du roi. Désormais, le Conseil de la famille Gnassingbé se réunit à Pia-Akara pour le choix de l'héritier du trône. Le dossier de l'héritier désigné est transmis à la chambre bicamérale des notables à Lomé, chargée en salle, motus et bouche cousue de l'intronisation du nouveau roi. Il suffira pour Gnassingbé Faure de faire une dizaine de minutes de sa résidence au siège du Parlement pour se faire introniser. C'est la constitutionnalisation du trajet résidence Lomé 2 de 2005. Choisi par Sa Majesté le Roi, ou avec son accord obligatoire au sein du parti-État RPT-UNIR, le vice-roi est intronisé par l'une des chambres des notables. Inutile de préciser qu'avec la nouvelle constitution, seul un Gnassingbé a le droit de diriger notre pays, le Togo. Par voie de conséquence, tout citoyen d'ascendance autre que Gnassingbé, faute de noblesse, n'a pas le droit de présider aux destinées de notre cher pays, le Togo. Comme les partis politiques non participationnistes, les partis politiques participationnistes ne produiront jamais de président de la République togolaise, jamais de président du Conseil. Par magnanimité ou par pitié, le président pourrait accorder aux partis politiques participationnistes quelques postes au Conseil. Toutefois, ils se retrouveront toujours membres du Parlement, la chambre bicamérale des notables. Tous les partis politiques autres que RPT-UNIR seront confinés dans le rôle vital pour la monarchie, celui de pourvoyeur des députés au Parlement, la chambre bicamérale des notables, à travers les mascarades législatives et régionales périodiques. Quant aux communes, largement occupées, dominées par le RPT-UNIR,
celle-ci représente les villages du royaume. Cette folie d'un pouvoir sourd, muet, aveugle, suscite une levée de boucliers généralisée. Le droit constitutionnel a envahi tous les espaces. On discute des régimes politiques et le débat est chaud. Nous voilà en plein débat de droit dans un état de non-droit, sous une dictature militaire dynastique barbare, sans foi ni loi. Révoltés par la nouvelle constitution, des Togolais, reprenant ce qui s'est passé ailleurs en Afrique, scandent « Touche pas à ma constitution ». Alors je me demande, de quelle constitution s'agit-il? La constitution du 14 octobre 1992, la constitution CEDEAO élaborée par le professeur Ali Badara Fall, que le pouvoir a refusé d'adopter? Certainement pas. Dès l'instant où le régime rejeta la constitution CEDEAO en 2018 pour se doter d'une nouvelle constitution, il a enterré la constitution du 14 octobre 1992. Le slogan « Touche pas à ma constitution » réfère à la constitution en vigueur. Or, la constitution actuellement en vigueur au Togo, c'est la constitution personnelle de Gnassingbé Faure du 15 mai 2019. C'est pour la défense de cette constitution-là que l'on appelle le peuple. Parole de Gnassingbé Faure, la constitution du 15 mai 2019, constitution transitoire vers la constitution de type monarchique qui vient d'être adoptée, n'a rien à voir avec la constitution du 14 octobre 1992. Sinon, pourquoi le régime a-t-il refusé d'adopter la constitution CEDEAO de 2018 qui pratiquement rejoint la constitution du 14 octobre 1992, ma constitution? Quoi qu'il en soit, le problème du Togo est loin d'être un problème de constitution. Notre problème, qui n'est pas né avec la nouvelle constitution, n'est pas la nouvelle constitution. Pas du tout. On n'est pas dans une démocratie menacée par le président de la République, mais dans une dictature militaire, s'il vous plaît. Comment libérer le Togo de la monarchie militaire absolue de fait depuis 2005 et de droit avec la nouvelle constitution à partir de 2025? Voilà la problématique qui, par elle-même, révèle le combat à mener, à savoir chasser pacifiquement Gnassingbé Faure du pouvoir avant qu'il ne soit beaucoup trop tard. Tout le débat de droit constitutionnel et institutions politiques en cours aujourd'hui sur la nouvelle constitution est une perte de temps au peuple en lutte. Le combat pour l'interruption du processus d'entrée en vigueur de la nouvelle constitution est un faux combat sur une fausse piste. Et le pouvoir le sait. Une victoire en ce sens est une victoire de dupe. Supposons que le processus d'entrée en vigueur de la nouvelle constitution a été rompu. Le problème du Togo est-il résolu? Non. Avec la constitution en vigueur, c'est-à-dire celle du 15 mai 2019, Gnassingbé Faure est candidat en 2025. Or, candidature est synonyme de mandat car, pour être président, il lui suffit tout simplement d'être candidat. Et ce sera réparti pour 2030, ainsi de suite, et à vie. Pour ma part, toute interruption éventuelle du processus d'entrée en vigueur de la fameuse Constitution doit être considérée comme un repentir actif stratégique de la part de Gnassingbé Faure, un repli tactique. Le prince pourra même brandir cette interruption à l'extérieur comme la preuve de l'écoute de l'opposition et du peuple de sa part, tout en gardant bien à l'esprit que l'adoption d'une nouvelle constitution ne posera aucun problème avec le Parlement qui sera issu de la mascarade du 20 avril 2024. Cette nouvelle constitution pourrait être la même constitution de type monarchique en cause aujourd'hui. Ne voyez-vous pas?
D'ailleurs, Gnassingbé et Adema a-t-il eu besoin d'une constitution de type monarchique pour conserver le pouvoir de 1963 à 2005? Gnassingbé Faure a-t-il eu besoin d'une constitution de type monarchique pour se maintenir au pouvoir depuis 2005? La réponse est non. Gnassingbé Faure ne partira pas s'il n'est pas forcé pacifiquement par le peuple à partir. Voilà la vérité. Figurez-vous que personne, je dis bien personne, ne peut sortir de l'esprit de Gnassingbé, particulièrement Gnassingbé Faure, que le Togo est un patrimoine familial reçu en héritage de son père. Impossible. Comment interprétons-nous la célébration du 13 janvier 2024 avec la rencontre entre Gnassingbé Faure et les forces armées togolaises FAT à Kara? Que comprenons-nous de la commémoration du 19e anniversaire du décès de Gnassingbé et Adema, célébré comme un héros national? Que nous dit le retour du culte de la personnalité avec la reprise de l'animation politique de l'époque du parti unique, apprécié par Gnassingbé Faure qui avoue sa nostalgie des ambiances d'un autre grand parti, le Rassemblement du peuple togolais? C'est lui qui parle. Avec la dernière pluie de grade sur les forces armées togolaises, FAT, la gendarmerie et la police, le passage de l'ère de l'armée de Adema à l'ère de l'armée de Faure, que j'annonçais dans mon discours du 26 avril 2021, est un processus accompli, bouclé. Nous sommes à l'ère de l'armée de Faure. Les anciens que vous voyez en ce moment sont là juste pour les derniers réglages de la transition, les réglages de sûreté supplémentaires pour attester de la solidité du dispositif dont l'ultime objectif est la conservation du pouvoir à vie au sein de la famille Gnassingbé. Le 13 janvier 2024, date anniversaire de l'assassinat du président Sylvanus Olympio, marque le renouvellement du serment du pacte revivifiant le lien sacré entre les forces armées togolaises FAT et la famille Gnassingbé. Si nous n'anticipons pas, nous ne devons pas être surpris de découvrir avec le temps que l'armée de Faure est plus impitoyable que l'armée de Adema. Observez très bien, le fils est plus froid que le père. Ne trouvez-vous pas? Je n'ai absolument rien contre personne, encore moins contre la famille Gnassingbé. Seulement, de mon éducation familiale, j'ai appris une chose dont j'ai retrouvé la formulation la plus parfaite chez le philosophe allemand Johann Gottlieb Fichte qui affirme « Il faut que la vérité soit dite, le monde dut-il se briser en 1000 morceaux. » Un fou de la vérité, voilà ce que je suis. Ramener la vérité et l'intégrité au cœur de la politique en Afrique est un défi que nous nous sommes imposés en tant que panafricanistes sérieux. Au Togo, la boussole de la conscience des enjeux n'indique pas la nouvelle constitution, mais le départ de Gnassingbé Faure. La mascarade législative et régionale est un non-événement, de même que la nouvelle constitution. Ignorons tout simplement. L'heure est extrêmement grave. Concentrons-nous sur le départ de Gnassingbé Faure avec des actions concrètes sur le terrain. Nous sommes à 10 mois de l'échéance de 2025. À l'instar de la graine semée, du poussin dans l'œuf et du fœtus dans le ventre, pour reprendre en ténor Firmin s'adressant aux Africains du continent de la diaspora, notre destin dépend de nous et de nous seuls. Notre destin se trouve entre nos mains. Si nous décidons de mettre fin à la dictature en 2024, eh bien il en sera ainsi. Ce sont les peuples qui font l'histoire, disait le panafricaniste Tavio Ayawa-Morin. Si la situation qui prévaut au Togo depuis 1963, avec ses torrents de sueur, de larmes et de sang, ne révolte pas le premier concerné lui-même, c'est-à-dire la Togolaise ou le Togolais,
toute autre personne révoltée s'agite en vain. Si Gnassingbé Faure franchit l'année 2024, les autres peuples peuvent être portés à dire « Ce peuple togolais est certainement habitué », puisque l'être humain finit toujours par s'adapter. Le risque est réel, d'autant plus qu'aujourd'hui, le concept de résilience est un concept à la mode dans le monde scientifique et dans le monde politique. Or, la résilience sous une dictature est un suicide collectif consenti. À la veille de l'échéance de 2025, quelle est la solution? Que faut-il faire? Je tiens pour vrai qu'une difficulté prouve par elle-même l'existence d'une solution. En fait, la solution à un problème, à une difficulté, se trouve dans le problème ou dans la difficulté, ou bien juste posée à côté. Plus un problème ou une difficulté est complexe, plus sa solution est incroyablement simple. Au préalable, nous devons prendre définitivement conscience d'un certain nombre de faits récurrents. À chaque fois que le peuple est proche de la victoire, anticipant, des acteurs divers se préoccupent essentiellement de l'identité de la personne qui va être président de la République juste après la victoire. C'est ce que j'ai appelé la confusion dans le questionnement, une confusion d'étapes préjudiciable à la lutte. On va jusqu'à manipuler l'opinion en lui suggérant « Attention, si tu sors manifester, tu auras cherché. Si le régime tombe en ce moment, c'est elle qui prendra le pouvoir. Il est comme ci, il est comme ça. Il fera ci, il fera ça. Il ne fera pas ci, il ne fera pas ça. » Pure manipulation des consciences. À chaque fois que le peuple est proche de la victoire, on lui oppose le moi fatalement anéantissant à travers l'alternative, moi ou la dictature. Il y a aussi l'opportunisme que l'escroquerie politique dénommée révolution électorale et les stratégies absurdes qui consistent à combattre la dictature de l'intérieur ou bien par un ancien du sérail ne parviennent pas à cacher. Le vocable opposition est utilisé comme un nom propre, sans considération aucune du rapport au pouvoir, du positionnement, du discours et des actes concrets posés par chaque parti politique. Dans une démarche fourre-tout, tous les partis politiques se réclamant de l'opposition sont jetés dans le même panier. On va jusqu'à proposer de laisser tomber les partis politiques pour pouvoir libérer le pays. Ils sont tous les mêmes. Ce n'est pas vrai, et tout le monde le sait. Si nous voulons vraiment libérer ce pays, nous devons, autant que faire se peut, être rigoureux, sincères avec nous-mêmes et en toute intégrité. Le 30 septembre 2019, je disais que des supporters trop indulgents ne font pas une équipe compétitive. Autant nous sommes lucides, déterminés, intransigeants et intraitables face au régime en place, autant nous devons nous montrer lucides, déterminés, intransigeants et intraitables vis-à-vis de l'opposition. C'est cela sans quoi il n'y a pas de salut. La complaisance, la fausse cécité dont nous faisons souvent preuve quand il s'agit de l'opposition est nuisible à la lutte. Par exemple, toutes les critiques que l'on entend depuis l'état projet de la fameuse Constitution ne visent que le régime. Logique, normal, bien ciblé. Nous crions haro sur les députés nommés qui sont à l'œuvre dans cette folie. Normal. Cependant, nous n'indexons pas assez les leaders des partis politiques se réclamant de l'opposition qui se bousculent en courant à la mascarade prochaine du 20 avril 2024, destinée à fournir les députés au Parlement de la monarchie militaire absolue dont nous cherchons à nous libérer depuis 61 ans. Au fait, où vont ces partis politiques se réclamant de l'opposition dès lors que la nouvelle Constitution, qui dénonce avec véhémence d'ailleurs,
prévoit l'élection du président de la République par le Parlement, c'est-à-dire un président de la République coopté par le Parlement RPT UNIR. Où vont tous ces partis politiques se réclamant de l'opposition? Où vont-ils? Je pose la question. Je suis contre la nouvelle constitution, mais je participe à la mascarade législative et régionale. Aidez-moi à comprendre ça. Même à une semaine du début de la campagne, réunis en conférence de presse, ils sont chassés manu militari. Dans ces conditions, ne doivent-ils pas être considérés comme des acteurs de la légalisation, la constitutionnalisation de la monarchie militaire absolue au Togo, une monarchie militaire absolue de droit, à la suite de la monarchie militaire absolue de fait inaugurée en 2005? En tout cas, là, ils prennent une responsabilité extrêmement lourde devant l'histoire. À ceux qui soutiennent qu'en politique, chaque parti est libre de sa position et de ses choix, lorsque nous disons que les participationnistes font fausse route, je réponds qu'au Togo, nous nous trouvons dans une lutte de libération. Je dois rappeler que depuis 1990, sans exception, tous les leaders des partis politiques se réclamant de l'opposition ont déclaré avoir créé leur parti politique pour libérer le Togo en vue de l'alternance et la démocratie. Il n'y a qu'à voir les dénominations, les sigles et relire les déclarations liminaires rendues publiques à l'issue des conférences de presse marquant le lancement de ces partis. Tous ces partis ont proclamé solennellement leur engagement à libérer le Togo de la dictature et à l'engager sur la voie de la démocratie. Face au statu quo depuis 1990, la mission de ces partis ne peut changer du moment où ils continuent de se considérer comme relevant de l'opposition. Et lorsque la question leur est posée de savoir pourquoi ils vont à la mascarade législative et régionale, ils n'arrivent pas à répondre. S'ils ne peuvent même pas répondre à la première question posée, mais qu'ils y vont quand même, cela veut dire qu'ils ont des objectifs personnels inavouables, probablement les salaires politiques, les dividendes divers, les avantages et les facilités que vous et moi ne pourrons jamais imaginer. Dites-moi, au nom de quoi des citoyens doivent-ils se donner la peine de se lever un matin, se déplacer à un endroit indiqué appelé bureau de vote, faire la queue en attendant chacun son tour de formalité, de rôle d'une mise en scène, juste pour garantir un salaire politique à quelques-uns pour 5 ou 6 ans. Pourquoi? Engager tout un peuple à perdre son temps précieux et son énergie dans un processus destiné à valider, à renforcer et à durcir davantage la dictature, juste pour garantir un salaire politique pour quelques-uns, ne me paraît pas normal, sain. Certainement que, pour paraphraser les avocats du juge Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême du Togo, les présidents doivent faire tourner leur parti politique. Seulement, nous ne crions pas au scandale, comme nous l'avons fait s'agissant des avocats. L'alibi de la minorité de blocage est tout simplement ridicule. Et ils le savent. Seulement, ils se retiennent de rire eux-mêmes de leurs propres arguments et prétentions. Avancer que l'on va à la mascarade afin de créer des conditions d'un débat ne tient pas non plus, étant donné que les débats contradictoires n'ont de sens et d'intérêt qu'en démocratie. Dire que l'on participe aux mascarades pour éviter la politique de la chaise vide ne me paraît pas défendable. Que rapportent au peuple quelques sièges noyés dans ce grand amphithéâtre littéralement envahi par le bleu. Finalement, de guerre lasse, on nous dit, de toutes les façons, si nous n'allons pas, eux ils vont aller. On ne va pas les laisser aller seuls. Pas question. Soutenir que le peuple togolais n'a d'autre choix que de se soumettre aux mascarades, c'est décréter de façon péremptoire l'incapacité de tout un peuple à se libérer, le frapper de je ne sais quel sceau d'invalidité et lui recommander l'asservissement éternel. Même l'animal le plus faible sur la terre
se bat pour sa survie. Non, le participationnisme n'est pas une stratégie de lutte contre la monarchie militaire absolue, mais une caution, une validation du système. C'est un mépris, une insulte à la mémoire de nos martyrs, parmi lesquels les otages politiques en prison. La ruse, l'expression magique, cette fois-ci, ne doit plus prospérer, car il y a déjà trop de cette fois-ci. Quel qualificatif le peuple frère et les autres peuples de la planète réserveront-ils au peuple togolais dès qu'ils se seront rendus compte que celui-ci a plongé sa main pour la 8e fois dans un trou où il s'est fait déjà mordre 7 fois de suite? On parle beaucoup du Mali, du Burkina Faso et du Niger, en oubliant que les forces armées togolaises FAT n'ont absolument rien en commun avec ces armées de libération inaptes à tirer sur un citoyen, cible unique privilégiée de l'armée togolaise. Ne rêvons pas debout. Oublions, dans une dictature militaire, l'armée ne peut en aucun cas être une armée de libération. Le seul et unique libérateur du Togo est et reste le peuple togolais. Nous, chers compatriotes, 2025 est là. Que faire? La victoire de 2025 doit être absolument garantie au plus tard fin décembre 2024. Une seule seconde de plus de règne de Gnassingbé Faure est inacceptable. Nous devons agir au niveau de la mascarade législative et régionale du 20 avril 2024 et sur l'échéance de 2025. Je rappelle que notre arme est et reste le nombre pacifique en action ou en abstention. Le nombre pacifique qui agit ou s'abstient d'agir dans un sens donné produit un résultat extraordinaire. La mascarade législative et régionale du 20 avril 2024, c'est dans 20 jours. Que faire? À la recherche de la solution, j'ai fait le voyage retour dans le temps pour retrouver l'ancien arc, l'ancienne corde. J'ai finalement retrouvé l'ancien arc, l'ancienne corde en 1956. Elle est l'œuvre du père de l'indépendance confisqué dans le sang, le président Sylvanus Olympio. En effet, nous sommes au jour du référendum du 28 octobre 1956. Dans un ouvrage de Godwin Tété, ce jour, les partis réformistes et leurs ailes marchandes participent au vote, louent un avion pour distribuer des tracts et des drapeaux glorifiant la République autonome du Togo. Face à un scrutin qui a tout d'une formalité administrative et dont les résultats sont connus d'avance, Sylvanus Olympio et ses compagnons de lutte, fidèles à leur mot d'ordre de boycott, demandent à leurs militants ruraux de vaquer normalement à leurs occupations champêtres habituelles et aux citadins de quitter leurs domiciles respectifs, de manière que villages et villes résonnent comme des cimetières. Mieux, les leaders radicaux choisissent ce jour 28 octobre 1956 pour franchir la frontière et aller célébrer un mariage. Le référendum du 28 octobre 1956 est invalidé pour non-conformité des résultats officiels aux vœux profonds du peuple togolais. Les résultats ne reflètent pas le sentiment intime du peuple togolais. Du coup, la République autonome du Togo fut rejetée, ouvrant ainsi la voie au référendum élection du 27 avril 1958 qui conduira le Togo, notre pays, à son indépendance solennellement proclamée le 27 avril 1960. Si le peuple togolais n'avait pas suivi pour la deuxième fois consécutive le mot d'ordre de boycott du comité d'unité togolaise CUT et de la Juventus, le Togo n'aurait certainement pas obtenu son indépendance en 1960. En 1956, le CUT et la Juventus n'ont pas estimé que le boycott précédent de l'élection législative du 12 juin 1955
fut une erreur politique. Si la non-participation à la mascarade législative du 20 décembre 2018 est fustigée comme ayant été une erreur politique, c'est juste pour le manque à gagner pour lequel ils se sont ravisés au local du 30 juin 2019. Qu'ont rapporté ces fameuses locales au peuple togolais. Aujourd'hui, vu le siège militaire de certaines villes du pays et certains quartiers de la capitale Lomé, connaissant par expérience les forces de défense et de sécurité togolaises, on ne peut pas demander aux populations rurales de vaquer normalement à leurs occupations champêtres habituelles la journée du 20 avril 2024. On ne peut pas demander aux populations des villes de quitter leurs domiciles respectifs. Franchir la frontière ce jour serait trop risqué, impossible. Alors, pour l'opération qu'avec votre permission, je baptise au nom du peuple togolais en lutte, Opération Olympio, il est demandé à chacune et à chacun de rester à la maison du vendredi 19 avril 2024 à 0h au samedi 20 avril 2024 à 18h. Voilà le nouvel arc, la nouvelle corde inspirée de l'ancien arc, l'ancienne corde. Le vote n'est pas obligatoire, mais il pourrait l'être si Gnassingbé Faure reste au pouvoir au-delà de l'échéance de 2025. Que le régime ne déforme pas mes propos. Nulle part, je n'ai dit d'empêcher votre élection là. Pour l'opération, 3 mots d'ordre. Comme en 56, comme Olympio, tous à la maison. Pour le mot de passe, on peut faire plus court en disant Olympio, 56 ou maison. Libre cours à votre imagination, rivalisez d'invention dans la formulation du mot de passe pour la mise en œuvre effective de l'opération Olympio. Partagez le mot de passe partout. Au champ, à la rivière, au puits, au moulin, au marché, sur le lieu de travail, à l'école, à l'université, dans la rue, sur les étudiants, sur les chantiers, à l'atelier, sur les réseaux sociaux, partout. Le 20 avril 2024, pendant que sur le territoire national togolais, désertes, les rues des villages et des villes résonnent comme des cimetières. Partout dans la diaspora, des manifestations gigantesques de rue sont organisées. Le seul et unique objectif poursuivi à travers tout le monde à la maison au Togo et tout le monde dans la rue à l'extérieur du Togo est le départ de Gnassingbé Faure. Faure doit partir. C'est tout. Terminus 2024. L'heure a sonné. J'insiste sur le fait que la lutte contre la nouvelle constitution est une fausse piste. La vraie lutte, c'est celle qui vise uniquement le départ de Gnassingbé Faure au plus tard fin décembre 2024. Le Togo appartient à nous tous, pas à la seule famille Gnassingbé. Ce que je propose là est adapté pour la lutte contre une dictature militaire barbare, totalement disposée à molester sauvagement, à emprisonner, à contraindre en exil et à tuer. L'opération Olympio est de loin plus facile que l'action de 1956. Pour vous qui, les mains nues, résistez aux forces de répression dans la rue, il est plus facile de rester à la maison que de braver des militaires armés jusqu'aux dents pour aller au champ, de quitter son domicile, de quitter votre domicile avec le risque de croiser les forces de répression. Qui peut le plus, peut le moins. À la maison où il reste pour 18 heures, les Togolaises et les Togolais au pays peuvent suivre, admirer et commenter sur leurs appareils les événements, c'est-à-dire les manifestations dans la rue de nos concitoyens à l'étranger, loin de la mère patrie, bannis par le régime, prêts à les jeter en prison dès qu'ils posent les pieds dans leur pays, sur la terre de leurs ancêtres. S'agissant de leur campagne qui va se dérouler du 4 au 18 avril 2024, je voudrais rappeler
que la caméra ne filme pas les cœurs. Elle ne distingue pas le curieux du militant ou du sympathisant. 2 semaines sans assister à un spectacle ou à des jeux ne tue point. L'objectif que nous poursuivons, à savoir un Togo libre, indépendant, souverain, prospère, vaut bien le coup. Le 20 avril 2024 marquera le début d'une vaste campagne sans répit dans la diaspora togolaise sur tous les continents. Vu que celui qui poursuit un voleur crie au voleur, vu que celui qui combat le feu, qui vient de se déclarer dans sa case, crie au feu, la diaspora togolaise qui engage la lutte jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire le départ de Fort, doit crier très fort en comptant sur la diaspora des peuples frères du continent, pour la plupart des panafricanistes. Après tout, la solidarité n'est-elle pas de nationalité africaine? Diaspora togolaise de par le monde. Non, ce n'est pas Tiki Salfou Achadam qui t'appelle. C'est le Togo, la mère patrie bien-aimée qui t'appelle. Ouvre la route de l'espoir de la libération du Togo en lançant un vaste programme de manifestations gigantesques pacifiques sur tous les continents. Le moment venu, c'est-à-dire au point critique où les manifestations dans la diaspora auront rendu complètement inopérante la diplomatie de mensonges et attiré tous les regards de l'Afrique et du monde sur le Togo, les manifestations pacifiques gigantesques sur l'ensemble du territoire national suivront afin de garantir la chute effective de la dictature et la libération du Togo au plus tard fin décembre 2024. Dans cette perspective, je puis vous assurer que le Parti national panafricain PNP garde à ce jour tout son potentiel. Nos bases sur l'ensemble du territoire national et partout dans la diaspora sont restées mobilisées, déterminées et extrêmement chaudes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, installé depuis 2017, le siège militaire de certaines villes du pays et de certains quartiers de la capitale Lomé n'est pas levé. C'est aussi pourquoi le régime garde toujours les otages politiques en prison. La présidentielle, c'est pour février 2025, soit dans 11 mois. Que faire? Dans d'autres pays, à plus d'une année avant l'élection présidentielle, celle-ci est au premier plan à l'ordre du jour, à la une. En Côte d'Ivoire, par exemple, les candidats s'annoncent déjà. Ce n'est pas le cas au Togo, où le régime utilise la diversion par le jeu et la danse, les mascarades législatives et régionales, ainsi que la nouvelle constitution pour occulter l'échéance de février 2025. Au Sénégal, à une année de la présidentielle, face au flou entretenu par le président Macky Sall autour d'une éventuelle troisième candidature, l'opposition sénégalaise était déjà vent debout. Des candidats potentiels, avec leurs militants et sympathisants, ainsi que les organisations de la société civile, ont pris position pour écarter la troisième candidature du président Macky Sall avant même le scrutin. Mobilisant le peuple sur le territoire national et partout dans la diaspora, ils se sont engagés à forcer Macky Sall à renoncer à une troisième candidature. La suite, tout le monde la connaît. C'est l'occasion pour moi d'exprimer toute mon admiration au peuple sénégalais, resté viscéralement attaché à la liberté, à la démocratie. Toutes mes chaleureuses félicitations et toutes mes prières au plus jeune président de l'histoire de la République du Sénégal, son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui fait honneur à toute la jeunesse africaine dont il est devenu désormais un digne représentant. D'ores et déjà, je voudrais lui dire que le Sénégal, la sous-région ouest africaine et les panafricanistes attendent beaucoup de lui, que l'Afrique et le monde attendent beaucoup du pays du grand Africain, Cheikh Anta Diop. Comme je l'avais dit, la guerre de la honte brandie par la CEDEAO contre le Niger et la persécution contre le frère Ousmane Sonko au Sénégal et contre ma personne au Togo ne pourront rien contre le basculement inédit de l'histoire marquée par la libération de l'Afrique vers son destin fédéral. La mascarade législative et régionale du 20 avril 2024 représente pour le peuple togolais une opportunité en or pour la reconquête de sa souveraineté. Peuple togolais,
en souverain orienté par son intérêt supérieur, impose soit la dictature militaire dynastique et à tous les partis politiques sans exception aucune. La libération du Togo est à la portée du peuple togolais, ce peuple qui résiste et combat pendant plus de 6 décennies contre la plus féroce des dictatures du continent. La nouvelle constitution, pour moi, est la preuve irréfutable de l'illégitimité et de l'illégalité du pouvoir de Gnassingbé Faure, dont l'aveu à peine voilé est « Je n'ai jamais été élu par le peuple togolais ». Je reçois la fuite du suffrage universel direct comme une capitulation définitive de Gnassingbé Faure et une victoire éclatante du peuple togolais qui n'a plus qu'à le chasser. Ce n'est pas une affaire de constitution. Face à l'échéance 2025, faisons comme au Sénégal. Dans une unité d'action, des candidats potentiels à la présidentielle de 2025 et tous les acteurs résolument engagés doivent assurer la mobilisation effective des militants, des sympathisants et du peuple togolais sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora pour libérer le Togo en chassant Gnassingbé Faure du pouvoir au plus tard fin décembre 2024. Terminus 2024, il est l'heure. Gnassingbé Faure parti, la transition, après avoir libéré sans délai tous les détenus politiques et tous les détenus arbitraires, se chargera de toutes les réformes nécessaires avant toute élection.